Oui, bonjour cher ami Jacques Roger, je salue tous les habitués à cette chaîne Jacques Roger Show, de même que je salue tous les compatriotes et les panafricanistes qui nous suivent d'ici d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Voilà. Merci beaucoup, docteur Bogassako Gervais. Alors, est-ce que vous aviez pensé que votre séjour aux États-Unis allait être un peu assez long? Ça fait pratiquement 3-4 mois que vous êtes là. Et nous avons l'impression que vous serez encore ici pour longtemps. Oui, merci, en tout cas merci beaucoup à toi cher ami et frère Jacques Roger de me recevoir sur ta radio. Je voudrais profiter déjà d'entrée de jeu pour m'excuser auprès de nos téléspectateurs, nos amis qui parfois dès samedi n'ont pas pu nous avoir parce que nous sommes, comme Jacques vient de le dire, en exil et parfois nos agendas ne nous appartiennent pas parce qu'il y a certaines obligations, qu'elles soient administratives, qu'elles soient professionnelles ou parfois un peu particulières. Et donc, effectivement, je ne pensais pas rester davantage ici. Cela va faire 6 mois puisque je suis arrivé ici le 16 juin 2025 et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Je voudrais, mon cher Jacques Roger, que tu me permettes durant cette émission où nous allons vraiment parler de cette dernière phase électorale, c'est cette élection bidon qui a été organisée encore une fois. Je voudrais que tu me permettes de profiter, pardon, pour rappeler aux Ivoiriens, parce que ça va être la dernière émission de 2025, rappeler aux Ivoiriens le sens de notre combat, et puis nous reviendrons à vos questions sur les législatives, et puis par la fin, je ferai mes vœux, naturellement. Mais je rappelle que les Ivoiriens m'ont vraiment gâté ici, aux États-Unis, parce que ce samedi 27 décembre, c'était ma date anniversaire, où j'ai rendu grâce au divin, et ils m'ont fait une belle fête surprise qui m'a beaucoup fait, j'allais dire, verser des larmes. Alors, oui, allez-y, nous entendons, docteur Boga. Oui, parfaitement. Et donc, je rappelais que c'était mon anniversaire, cher ami Jacques Roger. Ah, d'accord, voilà. C'est le 10 qu'on va chanter, donc. Alors, Happy birthday, docteur. non, thank you, thank you. Je ne demandais pas de chanter. C'est bien ça? Je ne demandais pas vraiment de chanter, mais je le rappelais. Et je voulais dire merci au divin. Merci vraiment au divin parce que ce fut un grand moment. Je n'espérais pas célébrer un an de plus avec tout ce qui m'est arrivé. Mais les Ivoiriens m'ont fait vraiment honneur, ils m'ont fait plaisir. Je voudrais, avec ta permission, rappeler aux uns et aux autres le sens de notre combat. Nous sommes en fin d'année et beaucoup ont baissé les armes. Beaucoup ont baissé la garde. Beaucoup ont estimé ou estiment que M. Ouattara a tout gagné. Et ce combat ne mérite plus d'être mené. Et donc, nous avons perdu la bataille. Nous avons perdu le combat. Tout est terminé. Je voudrais leur dire aujourd'hui, d'entrée de jeu, quel était le sens de notre combat? En 3 petits points, je le rappelle. Premièrement, depuis l'avènement de M. Alassane Ouattara dans la politique ivoirienne, dans les années 89-90, pour être précis, 1989-1990, mais surtout pour les jeunes, retenez 1990, où il est nommé le premier ministre de notre pays. Il n'y en avait pas de premier ministre. Depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui, les violations des droits de l'homme n'ont jamais été aussi gravissimes que ce que nous avons vécu avec cet homme. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose de particulier contre lui, mais il s'agit de voir, quand il arrive dans l'arène politique en Côte d'Ivoire, comment le système ivoirien au niveau politique est bouleversé. C'est le monsieur qui va venir et qui va commencer à travestir la politique que nous avions commencé, la démocratie que nous avions commencé à pratiquer. Je rappelle à ceux qui nous entendent, à cette jeune génération, que nous étions dans un parti unique dans notre pays. Et c'est en avril 90 qu'advient le multipartisme de façon vécue aujourd'hui. Et donc, M. Ouattara arrive en 90, mais il va apporter un coup de massue à la démocratie naissante, où le multipartisme, les nouveaux partis politiques à côté du PDCI-RD vont arriver. Je le dis parce qu'il y a des dates qui ne marquent pas, qui ne mentent pas. Nous étions étudiants. Dans les années
90, en 91, 92. Mais en février 92, précisément le 18 février 1992, nous allons vivre un événement qui fera date en Côte d'Ivoire. Des citoyens ivoiriens, avec à leur tête les opposants, dont M. Laurent Gbagbo, estimant que la démocratie n'est pas encore à son beau fixe, vont vouloir manifester. Ils organisent une marche dans la commune du Plateau, en plein cœur du système économique ivoirien. M. Ouattara, nommé Premier ministre fraîchement, va faire ses premiers dégâts. Il va faire mater cette marche. D'abord, il sera infiltré par des loupards qui viendront perturber, alors que les marcheurs étaient sans armes civiles, et ils vont perturber la marche, et ils vont arrêter tous les opposants, dont M. Laurent Gbagbo, M. Vaudier, Denis Segui, tous les grands opposants, les grands intellectuels qui étaient pratiquement dans l'opposition à cette époque-là vont être arrêtés. Et tenez-vous bien, c'est là que notre cauchemar va commencer, parce que non seulement on les arrête, mais en plus, on va les condamner de façon injuste parce qu'il n'y avait pas d'instrument juridique pour les condamner. On va inventer une loi, pendant qu'ils sont arrêtés, on va inventer la loi anti-casseurs, sur la base de laquelle on va vouloir les condamner. Heureusement qu'il y a encore des magistrats et qui vont pouvoir... Je le rappelle parce que depuis que M. Ouattara arrive, les violations des droits de l'homme, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de l'avènement de la rébellion. Je ne vous parlerai pas du coup d'État de 1999, de la rébellion de 2002 à aujourd'hui, etc., etc. Violation des droits de l'homme. Mais la démocratie, avec M. Ouattara, la démocratie sera viciée. La démocratie sera embastillée, embaillonnée. Elle sera baillonnée. Elle sera détournée de son fait. Et c'est là où je vais citer un de nos compatriotes, compatriotes africains. Et je crois qu'il est d'origine béninoise. Il est aussi français, même s'il y a ce litige. Je vais parler de Kémy Séba, qui a créé un concept auquel j'adhère parce qu'il exprime très bien la réalité africaine en matière de démocratie. Il parle, lui, de démocrature. Dans la démocrature, j'ai commencé à lire son livre sans vraiment le terminer encore, mais ce que je retiens, c'est une sorte d'alliage, une sorte de combinaison de la démocratie et de la dictature. Autrement dit, le dictateur va se servir des instruments de la démocratie pour exprimer sa dictature. Et c'est ce que M. Ouattara fait, c'est le prototype de la démocrature, d'un démocrate mêlé d'un dictateur. Démocrate parce que les textes ivoiriens, les textes de la législation ivoirienne sont très clairs, ils sont, j'allais dire modernes, ils sont démocratiques, ils sont bien. Il y a le multipartisme, il y a les trois pouvoirs, le législatif, le judiciaire, l'exécutif, etc. Sur papier. On a une constitution sur papier. On a tous les droits sur papier. Mais dans la vérité, le monsieur instaure une dictature. Et donc, c'est un peu cela. Et donc, il va utiliser la justice pour traquer ses opposants. C'est là où vraiment la démocrature prend tout son sens. Et il va faire croire que non, c'est pas moi, c'est la justice. C'est ce qui s'est passé avec cette élection de 2025, octobre 2025, que nous avons décrié et que nous continuons de décrire. Je veux terminer sur l'aspect social, l'aspect économique. La Côte d'Ivoire paraît belle, économiquement, socialement. Donc, quand vous rentrez à Abidjan, vous dites « Waouh !» Mais la vérité, les Ivoiriens sont pris en otage par un dictateur qui sait utiliser les instruments de la démocratie, les instruments de la justice pour faire mettre le peuple à genoux. Les Ivoiriens sont expropriés de leurs terres, de leurs biens, tous les jours. Les Ivoiriens sont emprisonnés injustement. Il y a des encagoulés. La Côte d'Ivoire fait peur. Voilà le contexte dans lequel nous vivons. Et je vais terminer pour dire à ceux qui nous écoutent que ce combat, nous le menons parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un, au regard de la Constitution, ça va faire 2 mandats. Et au-delà des 2 mandats, il va faire un 3e. Et au-delà du 3e, il va nous imposer un 4e. Et que pendant ce temps, il va vicier la démocratie pour que ses adversaires ne se présentent pas. Et le peuple qui a le pouvoir en démocratie, là se trouve pris en otage et est obligé de subir un dictateur. Devant un tel combat, il y a des Ivoiriens qui se lèvent, il y a des voix qui se lèvent, il y a des cyberactivistes,
il y a des intellectuels, il y a des cadres, mais il y a des citoyens ivoiriens de tous bords, des gens même analphabètes qui ne peuvent pas accepter cette injustice. Encore que ce dictateur-là, nous l'avons accueilli, lui et ses aïeuls, sur notre terre. Mais ce n'est pas pour venir nous mettre à genoux. Donc, d'un point de vue moral, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de la justice, d'un point de vue de la vertu, nous trouvons cela ignoble et on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter que des frères et des sœurs que nous avons accueillis parce que nous sommes hospitaliers sur notre terre, nous mettent à genoux sur notre propre terre, dans notre propre pays. Voilà le sens profond de ce combat que nous menons. Jamais les Ivoiriens ne se sont élevés contre des étrangers, mais jamais les Ivoiriens ne plieront les chines devant quelqu'un qui est venu d'ailleurs et qui nous met à genoux. Et je dis jamais. Et j'ai dit. Avant de commencer cette émission avec votre conclusion, est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous traite de xénophobe? Oh, écoutez, c'est ce qu'on a brandi pour que nous puissions nous sentir complexés. Je ne suis pas complexé. À cause de M. Ouattara et de sa dictature, de son régime violent, de la mort qu'il sème, j'ai connu l'exil pendant 10 ans. J'ai vécu en Italie, j'ai vécu en France, j'ai vécu en Suède, j'ai vécu au Danemark, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu partout. J'ai vécu aux États-Unis. Vous pouvez avoir la nationalité de ces pays-là, mais vous n'êtes pas des leurs. Je répète, et tous les compatriotes de la diaspora me le diront. Vous pouvez avoir la nationalité française, mais le français te fera comprendre que tu n'es pas français comme lui. Vous pouvez avoir la nationalité américaine comme l'américain, mais l'américain te fera comprendre que tu n'es pas américain comme lui. Alors, aujourd'hui, regardez ce que Donald Trump développe aux États-Unis ici. American First. On a compris que finalement, être patriote, être nationaliste n'est pas un crime. S'il y a un pays que j'ai aimé en dehors d'Israël, que j'ai visité par 2 fois, et mon propre pays que j'adore, c'est les États-Unis, à cause de leur patriotisme. L'Américain est patriote. Devant toutes les maisons, la plupart, je veux dire, il y a des drapeaux. Parce que l'Américain est fier de son pays. Pourquoi je ne serais pas fier d'être ivoirien? Mais je suis fier d'être hospitalier. Je suis fier d'accueillir l'étranger chez moi. Mais il ne faut pas que l'étranger pense qu'il est au-dessus de moi. Parce que quand même, je suis le propriétaire terrien. Je suis quand même le natif. Même si tu prends la nationalité, oui, tu seras accueilli, tu auras tous les droits, en droit. Mais tu dois savoir que la terre, il y a des ancêtres, il y a des fils du pays. Et moi, ce qui me cœur, c'est lorsque finalement, quand je regarde la philosophie, la morphologie de mon pays, c'est pratiquement tous nos frères métis, tous nos frères qui sont pratiquement haineux, hargneux contre nous, jusqu'à ce qu'un certain Comé se permette d'exproprier des Ivoiriens. Lui qui est venu d'ailleurs, aujourd'hui, la justice vient de le rattraper. On vient d'annuler sa nationalité qu'on lui avait donnée. Ça nous inspire tout cela, parce que la Côte d'Ivoire de demain, elle ne sera pas xénophobe, elle ne sera pas nationaliste, renfermée sur elle-même, mais c'est une Côte d'Ivoire qui sera très sévère vis-à-vis de la façon aussi légère qu'on brade la nationalité de mon pays. J'aurais pu prendre la nationalité italienne, j'aurais pu prendre les autres nationalités, mais j'aime mon pays et je ne peux pas accepter que celui qui est venu, qu'on a accueilli, à qui on a tout donné dans le pays, se croit au-dessus de tous ceux qui sont dans le pays et qu'il exclut d'une élection nationale, d'une élection présidentielle, des fils du pays. Je ne peux pas l'accepter. Et j'ai mal au cœur. Alors, s'il y en a qui pensent que dans ce combat, nous nous amusons, je veux leur dire aujourd'hui, en cette fin d'année 2025, qu'ils vont déchanter. Parce que ce combat-là, il ne fait que commencer. Et je dis. Ce combat ne fait que commencer. Il y a eu donc des élections législatives. Au-delà donc des chiffres, ces élections nous interrogent sur l'état réel de la démocratie, vous en avez parlé tout à l'heure, sur le rôle des institutions, vous en avez mentionné, sur la place donc, du citoyen, sur la manière dont le pouvoir se conquiert et se conserve. Donc aujourd'hui, chers amis, ceux qui nous suivent avec le docteur Bougassako Gervais, défenseur des droits humains, nous tenterons donc de comprendre donc, que ces élections, réellement le sens réel des élections actuellement en Côte d'Ivoire, et surtout la dernière élection qui a eu lieu il y a déjà quelques jours, et nous connaissons donc déjà
déjà les résultats. Donc, Dr Bogassako, la première question que je peux vous poser, que retenez-vous donc des élections législatives? Ce sont donc des élections ou une mise en scène politique? Merci Jacques Roger. C'est avec beaucoup de peine que j'ai accepté de venir à cette émission pour analyser la question des législatives. Mais, Jacques, quand on a vu la présidentielle, est-ce qu'on peut être surpris des législatives? Mon cher Jacques, nous avons été quand même à l'école. Il y a une théorie qu'on appelle le déterminisme. Mais il y a quand même, d'un point de vue scientifique, les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Mon cher Jacques, je suis désolé de le dire, mais regarde ce qui s'est passé à la présidentielle. Avons-nous eu une élection présidentielle au sens démocratique du terme? Non. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un braquage. Il y a eu une sorte de mise en scène. Il y a eu une fabrication. Le monsieur, il est très futé. Il a verrouillé le système au plan juridique, exclut ses adversaires sur la base de lois bidons. Et ce qui me cœur, c'est qu'il y a des juges, des magistrats qui ont accepté de jouer ce sale jeu, ce sale boulot. Et donc, il a exclu ses adversaires. Il s'est imposé. Et donc, quand je vois cela, je ne suis pas surpris des résultats des législatives. Cher ami, tu me donnes là l'occasion de faire une mise au point. Les législatives ont failli diviser l'opposition. Et Jacques Roger, on en a parlé longtemps dans nos débats. Je crois que on en a parlé ici et aujourd'hui je rappelle cela. Les législatives ont failli diviser l'opposition parce que les deux poids lourds politiques de l'opposition, c'est quand même le PPACI et le PDCI RDA. Et ils ont fait une bonne alliance dans un front qu'on appelle le Front commun. Et à côté, ils ont fabriqué un instrument qu'on appelle le mouvement Trop c'est trop, dans lequel la société civile est venue aussi apporter sa contribution. Et je fais partie de cette société civile-là, au sein du Trop c'est trop. Les législatives ont failli les diviser parce que il y a le PPACI qui a dit qu'il n'y allait pas. Il y a le PDCI RDA qui dit qu'il veut y aller quand même parce qu'il ne faut pas tout laisser. Ce serait trop facile de tout laisser au RHDP. Cher ami Jacques Roger, mon analyse n'a pas changé. Vous savez, la démocratie, c'est l'une des sciences les plus tolérantes. Et puis, les plus libérales qui soient. Et c'est pour cela que j'aime souvent citer la formule de Voltaire, pardon. Voltaire, il a défini la démocratie par une seule petite phrase. D'ailleurs, cette citation lui a été attribuée et cela n'a jamais été démenti. Mais à la vérité, il y a un doute sur son originalité. Ce qui est fait, c'est pourquoi on appelle ça souvent les épitaphes, je crois. Il a dit, et je cite, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » En d'autres termes, cette fin de citation. Cette citation voudrait dire que en démocratie, c'est la liberté de laisser à l'autre de penser différemment de toi. Vous pouvez donner un front commun. L'analyse du PDCI RDA, c'est qu'en y allant, il contribue au combat que nous menons tous. Laissons-lui la latitude d'y aller. Le PPACI dit, en y allant, c'est comme si j'accompagnais ce dictateur-là qui a braqué l'élection présidentielle. C'est son droit. Mais que chacun ne perde pas de vue que nous sommes dans un combat. Et que la finalité, c'est que ce dictateur-là, son 4e mandat ne prospère pas. Non mais, je veux le rappeler à quelqu'un qui m'écoute. Nous sommes en bataille, en guerre contre un 4e mandat qui ne doit pas prospérer. Il a prêté serment je ne sais plus quand, le 8 décembre, non, il me semble. Le 8 décembre, il me semble. C'est ça. Exactement. Et donc, ça lui fait quelques jours de vie. Le 7 décembre. Très bien. Ça lui fait quelques jours de vie. Nous souhaitons qu'il n'aille pas plus loin. Pour faire 5 ans à la tête de notre pays, on ne peut pas l'accepter. Et je peux dire aux Ivoiriens qui m'entendent aujourd'hui, en cette fin d'année, il ne fera pas les 5 ans.
Et nous savons ce que nous disons parce que nous avons foi dans notre combat. On n'a pas d'armes. Peut-être c'est ce qui fait la différence avec M. Ouattara, qui lui les a prises hier, les armes, contre la République, contre les Ivoiriens. Nous ne le ferons pas. Mais nous regardons droit dans les yeux des Ivoiriens et nous disons, M. Ouattara ne fera pas le quatrième mandat. Il ne fera pas ses 5 ans. Et donc, j'ai profité pour rappeler que cette législative ne devait pas nous diviser. Pour revenir en résumé à ta question, il n'y a pas eu d'élection. M. Ouattara n'organise pas d'élection. Organiser une élection, c'est accepter que le jeu soit libre, que le jeu soit démocratique, que la liberté des peuples s'exprime. Avec M. Ouattara, il n'y a pas de liberté qui s'exprime. Il calcule tout et tout doit ramener à lui sa victoire. Un homme qui organise une élection en étant convaincu qu'il doit les gagner, ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un démocrate. C'est un dictateur, c'est un faussaire, c'est un braqueur. Donc, ce que nous venons de voir là encore, c'est un braquage. Et les détails dans lesquels nous allons rentrer démontrent très clairement que c'était un braquage. Et j'ai dit. Alors, justement, vous et moi, nous avons encouragé les candidats à participer à ces élections, tout en sachant ce qui allait se passer. Alors, on en reproche aujourd'hui d'avoir cautionné un tant soit peu ce résultat. Quelle est vos réponses par rapport à ça? Que le dirions-vous? Non, il n'y a pas de reproche à faire aux candidats qui ont participé. Moi, je ne trouve pas de reproche à faire. Parce que c'est le système. C'est le système qui est empoisonné. C'est le système qui est vicié. Et donc, vous savez, c'est de bonne foi que nous faisons ce combat. Qui parmi nous peut dire qu'il a la science infuse? Qui parmi nous, la preuve, nous voulions que le 25 octobre n'ait pas lieu. Nous voulions que l'élection soit bloquée. Nous voulions que le vote soit bloqué. Et que ce jour-là, il y ait une sorte de révolution des Ivoiriens. Ça n'a pas eu lieu. Et pour cela, est-ce que quelqu'un viendra accuser son compatriote? Non. Nous sommes des démocrates. Nous sommes des cadres. Nous sommes des intellectuels. Et nous cherchons les voies et moyens qui peuvent nous permettre de freiner ce dictateur-là de prospérer. Mais nous voulons le faire de la manière la plus démocratique qui soit, de la manière la plus pacifique qui soit. Et il n'y a pas meilleur moyen pacifique que d'aller à une élection. Donc les gens ont décidé d'aller à l'élection, ce n'est pas un crime. Le crime, c'est le système électoral que M. Ouattara a toujours verrouillé. Et aujourd'hui, chacun doit tirer les leçons. Je souhaite que le PDCI-RDA, en toute responsabilité, s'asseye et fasse un bilan. Et là où ça n'a pas marché, eux-mêmes ils le disent. Ils continuent de dire, on aurait dû accentuer le combat sur les conditions de l'élection. Parce qu'à la vérité, nous avons tous eu raison hier. Tant que les conditions de l'élection ne sont pas réunies, on ne gagnera jamais d'élection avec ce dictateur. Oh, mes chers amis, depuis quand avons-nous vu qu'on peut gagner une élection face à un dictateur? Où avons-nous vu ça? Et donc, il ne s'agit pas de s'accuser les uns les autres. Il ne s'agit pas de se jeter la pierre. Il s'agit de s'asseoir et de faire le bilan et de prendre nos responsabilités et de conclure que désormais, tant que M. Ouattara, le système électoral ne sera pas, j'allais dire, dépoussiéré, ne sera pas démocratisé, on ne fera jamais plus d'élection avec M. Ouattara. Et j'ai dit. Merci beaucoup, Dr Bogassako Gervais. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais je vous permets de mieux articuler. Comment qualifiez-vous ce scrutin d'un point de vue juridique et démocratique? C'est un point de vue, c'est un hold-up. C'est un hold-up électoral. Voilà. C'est un hold-up, c'est-à-dire que... Oh, et puis même ici, vous savez pourquoi j'ai été aussi tolérant lorsque les gens voulaient aller à ces législatives. Parce qu'il y a toujours une différence entre la présidentielle et les législatives. La présidentielle, ce sont des élections sur toute l'étendue du territoire, mais qui sont centralisées. Donc le hold-up est beaucoup plus facile. Le braquage est beaucoup plus facile. Parce que lors de la compilation, on vous donne un faux résultat, on vous donne un faux taux de participation, et puis tout est consommé. Il n'y a pas vraiment des moyens de démontrer le contraire parce qu'ils ont la CEI centrale, ils ont l'appareil central, ils ont l'ordinateur central. C'est eux qui gèrent.
Or, au niveau des législatives, on a pensé que ça se passe dans les différentes régions, dans les différentes localités. Donc, il y a une différence. Malheureusement, le fraudeur, là, il a été capable d'aller plus loin. Le fraudeur a été capable d'aller en racine pour comprendre qu'à la vérité, le jeu était pipé depuis la racine. Et donc, je répète, ce à quoi nous avons assisté, c'est un hold-up électoral. C'est le braquage électoral qui s'est démocratisé, qui s'est éparpillé sur toute l'étendue du territoire national. M. Ouattara a fait fort, mais on n'est pas surpris. Parce que ce sont comme ça, comme diraient mes étudiants, ce sont comme ça, c'est sa nature. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas organiser une élection et la perdre. M. Ouattara ne perd pas d'élection. C'est malheureux, mais c'est le constat. Et donc, pauvre Côte d'Ivoire, pauvre Ivoirien, pauvre, j'allais dire pauvre candidat, vous qui avez cru que M. Ouattara pouvait organiser une élection et la perdre. Effectivement, nous allons déchanter, mais cela va nous servir de leçon. Parce que 2026 qui arrive, je pense que nous ne serons plus seuls à hausser le ton pour que ce quatrième mandat ne prospère pas. Et j'ai dit. Mais à cette année, docteur Bougassako-Gervais, ça ne sert à rien d'aller à une élection, hein, que ce soit en 2030, en 2040, en 2050, si le même système est déjà là. Tant que M. Ouattara, tant que M. Alassane Ouattara sera le chef du système, lui et son gang, je préfère appeler cela un gang, parce que quand on parle de braquage, ce sont des gangsters électoraux, ce sont des gangsters démocrates. Et donc, tant que ce système sera là, sous sa coupe, dans sa main, nous sommes tous foutus. Et c'est pour cela que, à l'allure où vont les choses, les Ivoiriens doivent s'apprêter. Les prochaines municipales, ils vont tout faire pour verrouiller encore le système. Le mieux, c'est que nous puissions nous révolter. C'est que nous puissions nous rebeller de la façon la plus noble qui soit, sans armes. Et puis, démontrer à ce dictateur-là qu'en démocratie, c'est au peuple que revient le pouvoir. C'est au peuple qu'appartient le pouvoir. Et on ne peut pas l'accepter. Parce que ce qui est en train de se passer, qui va vivre ça pendant 5 ans? Vous et moi, nous sommes d'accord pour subir ce Ouattara-là pendant 5 ans? Moi, je ne l'accepterai jamais. Et j'ai dit. Parlons maintenant du fonctionnement donc, du système électoral ivoirien. Sommes-nous encore dans une élection ou donc dans une distribution parlementaire décidée depuis là-haut? Mais vous avez vu, hein, peut-être que tout à l'heure, nous reviendrons sur des cas spécifiques. Mais vous avez vu comment ça a fonctionné. Hein. Je crois qu'il y a sa fameuse, on dit la lauréate, la spéciale lauréate de la meilleure députée de Côte d'Ivoire de 2025, qui était dans les urnes en train de prendre dans le bulletin, j'allais dire dans le lieu de vote en train de prendre les résultats et tout ça. Voilà. Ça montre qu'il n'y a pas d'élection. M. Ouattara n'organise pas d'élection. Je crois que je l'ai dit et je vais le répéter. Pour moi, M. Ouattara n'a pas organisé d'élection. M. Ouattara ne sait pas organiser d'élection. Voilà. Et donc, il n'y a pas eu d'élection. Et à cette allure-là, notre pays risque d'être pris en otage pendant longtemps. C'est pour cela que, à un moment donné, il faut que nous puissions élever la voix. Nous soyons nombreux à le dénoncer. Et nous allons être nombreux à le dénoncer jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas l'accepter. Voilà un peu ce que je puis dire sur ce qui a été organisé, malheureusement. Ce n'est pas un système démocratique, à la vérité. C'est rien qu'une mise en scène pour braquer les élections dans les différentes localités et à faire asseoir son pouvoir dictatorial. D'où la démocrature. Voilà. J'espère que Jacques Roger me suit. À moins que le système de Jacques Roger ait été vicié à un temps soit peu, je voudrais vraiment rappeler à tous ceux qui nous suivent que nous sommes en fin d'année et nous sommes en train de faire un peu le point de l'élection législative qui a été organisée en Côte d'Ivoire le 27 décembre dernier, comme par hasard, jour de ma date anniversaire. Et nous avons suivi cela avec beaucoup de peine, avec beaucoup de tristesse. Il y a des personnalités qui malheureusement ont perdu, j'allais dire naïvement, cette élection-là. Voilà, donc Jacques, merci. Merci, mais c'est ce que j'étais en train de dire.
analyser pour dire en résumé qu'il n'y a pas eu d'élection et que le dictateur a encore fait montre de ce qu'il ne sait que faire. Et j'ai dit. Est-ce que vous entendez, docteur Boga? Mais ce que j'entends par là, c'est qu'il ne sait que braquer des élections. Il ne sait que faire des simulacres d'élections. Et c'est ce qu'il a démontré encore. Il n'a pas organisé d'élections démocratiques. Et même là où nous pensions que ça ne s'arrêtait qu'au niveau présidentiel, il a ramené cela au niveau législatif. Donc, dans toutes les communautés, dans toutes les communes, pratiquement, il fallait forcément que ces représentants soient élus. Que ça juste d'Abobo ou son petit frère ou son fils va candidater, qu'il s'agisse de Yopougon, un peu partout. Voilà, il faut faire asseoir la dictature. Et c'est ce qu'il a fait. Hélas, nous avons encore une fois été bernés, nous Ivoiriens, qui avons cru. Ceux qui y ont cru, qui y sont allés. Hélas. Vous m'entendez, docteur Boga? Mais parfaitement, oui. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons eu quelques petites difficultés. Bon, nous allons continuer, mais réellement, à qui la faute ici, docteur Boga Sako? Je cherche à comprendre. Selon vous, c'est la CEI, c'est le système en place, c'est le gouvernement, c'est le RHDP, bien une combinaison donc, de ces quatre. Non, mais avec le pouvoir Ouattara, il est difficile de distinguer. Alors, il est difficile de séparer. C'est le tout en un. C'est le tout en un. Le système est vicié globalement. C'est-à-dire qu'avec M. Ouattara, on ne peut pas dire c'est la CEI, la commission électorale indépendante. Non, elle n'est pas indépendante. Elle est phagocytée par le RHDP. Vous ne pouvez pas dire c'est le gouvernement, mais le gouvernement c'est le RHDP. Vous ne pouvez pas dire que ce sont les députés qui n'ont pas voté les bonnes lois. Mais le Parlement aussi c'est le RHDP avec le Sénat. Donc, on est pris en otage à tout point de vue. Tout le système est vicié. Tout le système est vicié. Donc, il n'y a pas de séparation. Regardez, j'ai vu le fameux président de la commission électorale, M. Kilbert. Il a fait une sortie qui m'a fait sourire. Il dit, pendant la campagne, il est interdit de présenter les photos de M. Ouattara et que les candidats qui utilisent le nom et les photos du président, ceux-là, ils commettent une faute. J'ai dit, mais il se trompe, c'est lui-même le magistrat là qui se trompe. Parce que selon la loi de Côte d'Ivoire, selon ce qu'ils ont mis dans la Constitution, M. Ouattara, il est président de la République, mais il est président du RHDP. Alors, si moi je suis candidat de RHDP, est-ce que c'est pas normal que je brandisse la photo de mon président de RHDP comme étant mon parrain? Oui. C'est-à-dire qu'ils ont rendu la démocratie ivoirienne bananière. La démocratie ivoirienne, elle est devenue bananière à cette allure. Voilà. Merci beaucoup, docteur Boga Sako Gervais. Alors, avant de passer à un autre segment, je tenais à avoir son point de vue par rapport à ça. Que devient donc, si vous voulez, la notion de représentation du peuple lorsque certains élus ne siégeront jamais ou sont élus depuis donc les cellules? Mais c'est une grave question. Parce que c'est la question principale en matière de démocratie. Parce que la démocratie, c'est quoi? Abraham Lincoln a dit, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Fin de citation. Où est le peuple dans tout ça? Où est le peuple? On veut les représentants du peuple. M. Ouattara dit non, c'est moi qui choisis. C'est moi qui désigne les représentants. Donc le peuple ivoirien, il n'est plus représenté. Parce que ceux qui vont aller au Parlement là, ce n'est pas son choix. Ce n'est pas le choix du peuple ivoirien. C'est la même chose que la présidence de la République. Les Ivoiriens n'ont pas choisi M. Ouattara. Les Ivoiriens auraient voulu choisir entre M. Gbagbo, M. Tidjane Thiam, M. Guillaume Soro, Blé Goudé, quiconque. Vincent Tobi, Assalé Tiemoko. M. Ouattara dit non, c'est moi qui décide. J'oublie même M. Afi Nguessan. M. Ouattara dit non. Il a choisi ses clients. Il a choisi ses candidats. Et donc ici, le peuple ivoirien n'est plus représenté. C'est pour ça que M. Ouattara, je le dis, c'est un mal pour la démocratie. C'est une gangrène pour la démocratie. Et j'ai dit. Merci beaucoup, Dr Boga Sako. Alors, parlons de quelques cas emblématiques que nous avons vus pendant donc, ces élections. Oui. Beaucoup de personnes parlent donc, de fraude. On a écouté le député Mbert Assalé Tiemoko Antoine. C'était vraiment unbelievable. Et ce qui s'est passé
Saleh Timoko Antoine, il a expliqué réellement, il a parlé donc des annulations donc, du bureau de vote gagné pour des motifs techniques. A-t-il selon vous donc un simple, selon vous, est-ce que c'est un simple incident administratif ou un cas politique réfléchi pour empêcher M. Saleh Timoko Antoine de siéger à l'Assemblée nationale? Le cas Assaleh Tiemoko m'interpelle parce que je le connais personnellement. Je connais le cas, mais je connais surtout M. Assaleh Tiemoko. C'est un bon jeune frère à moi. Et nous nous sommes connus au moment où, lors des élections de 2022, il était déjà traqué par le système Ouattara. Il était déjà traqué par le RADP qui voulait l'éjecter en tant que député maire de Tia Saleh. J'ai envie de lui exprimer aujourd'hui toute mon admiration, tout mon soutien. Et je le plains. Je le plains parce que c'est un bon patriote. C'est un bon patriote. Bon, je ne veux pas dire qu'il a été naïf ou qu'il est naïf, mais nous sommes des gens, des idéalistes. Malheureusement, il a idéalisé avec le régime Ouattara. La preuve, il a voulu être un bon candidat à l'élection présidentielle. M. Ouattara a senti à lui un danger. Il a étouffé. Maintenant, c'est son fauteuil de député. Parce que il n'y a pas un député. Peut-être que si, regardez, on a donné le prix du meilleur député à madame, comment il s'appelle là? Je n'ai pas, je connais, c'est sur le petit nom que les Ivoiriens lui ont donné qui me vient à l'esprit, mais je ne peux pas le citer. Je ne peux pas le dire. Elle était voilà. On lui a donné le meilleur prix. Le prix de la meilleure députée. Mais vous savez très bien que, en termes de meilleur représentant du peuple ivoirien, il n'y a pas meilleur que M. Assaleh Tiemoko. On a vu cette démonstration, on a vu ces preuves. Non seulement sa profession participe j'allais dire, de la beauté de sa mission de député. Parce qu'il est journaliste d'investigation. Il a beaucoup aidé la Côte d'Ivoire. Il aide beaucoup la Côte d'Ivoire. Malheureusement, il y a eu beaucoup de naïveté dans sa démarche. Parce que quand nous, on demande à ce que nous puissions nous révolter contre M. Ouattara, on dit voilà les votes en guerre, les docteurs Bogala, ils aiment la guerre, ils aiment la violence. Mais un monsieur qui a pris les armes contre la République, un monsieur qui a pris une rébellion contre la République, vous pensez que je suis plus violent que lui? Moi qui ne suis qu'un enseignant à l'université? Donc, mes compatriotes ont été naïfs. Assaleh Tiemoko a été naïf. M. Assaleh Tiemoko, aujourd'hui, il est victime de ses propres turpitudes, de sa propre naïveté, de sa bonne foi. Il a cru en ce régime Ouattara. Il a cru en un dictateur. Il fait les frais aujourd'hui. Et voici comment je peux dire sur son cas. Et pour terminer, j'ai été à Tia Saleh. J'ai été moi-même un observateur de l'élection de 2022. Pardon. C'est bien 2022, il me semble. Oui, je crois que c'est 2022. L'élection a mis parcours. C'était les régionales et les municipales doublées. J'ai été à Tia Saleh. J'ai été à Tia Saleh. Et j'ai vu de mes propres yeux comment le pouvoir RHDP a manigancé pour lui voler sa victoire. Et il avait gagné. Ils ont annulé sa victoire. Et il a fait un recours et le Conseil d'État a réorganisé les élections et Assaleh Tiemoko les a gagnées à nouveau. Donc je ne suis pas surpris. Aujourd'hui, il est devenu gênant. Il est devenu l'homme à abattre. Il est devenu le citoyen à abattre. Et donc là, ils sont en train de l'abattre. Mais il y a un grain d'espoir. C'est un battant. Il a décidé de saisir la justice et de faire recours. Mais pour te dire la vérité, cher Jacques Roger, je suis très sceptique. Parce que avec le pouvoir, le régime Ouattara et la justice et le Parlement sont contrôlés par M. Ouattara. Je suis donc en droit de penser que c'est terminé pour Assaleh Tiemoko. Il ne pourra pas prospérer. Justement, docteur Bouga, est-ce que ce n'est pas là le vrai problème de la Côte d'Ivoire, d'où la majeure partie de ces candidats ont été victimes du cas Assaleh?
Mais c'est lui seul réellement qui est en train donc de défendre corps et âme ce qui s'est passé. Pendant que les autres disent on prend acte. On a vu Kekawa qui dit je prends acte. On a vu celui de Makori qui dit je prends acte. Est-ce que le fait de prendre acte de ces résultats, ce n'est pas une manière donc, de cautionner Mais bien sûr, ce qui est en train de se passer? mais bien sûr. Comment tu peux perdre une élection? On te vole ta victoire, tu dis tu prends acte. Si tu prends acte, c'est que tu es de connivence avec celui qui t'a volé ta victoire. C'est qu'à la vérité, tu es venu pour nous distraire. On ne peut pas prendre acte. On te vole ta victoire de façon régulière. Tout le monde est témoin. Et puis tu dis tu prends acte. Tu ne sais pas te révolter? Mais donc si tu prends acte, c'est que tu es complice du dictateur. Tous ceux qui ont gagné l'élection législative, comme ceux qu'on a éliminés de l'élection présidentielle et qui ont pris acte, ce sont des complices du système Ouattara. Je ne suis pas un complice. Je refuse de vivre dans une Côte d'Ivoire avec un dictateur qui braque les élections, qui vole les victoires et qui impose la dictature à mon pays. Je refuse. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Bogassako. C'est de pouvoir tenter de gagner les élections partout en utilisant beaucoup de stratagèmes. Mais il y a des régions où ça n'a pas été le cas. Ils ont beau essayer, mais ça n'a pas marché. Prenons le cas de M. Bredoumi Soumaïla, le porte-parole du PDCI-RDA, aujourd'hui incarcéré pour avoir joué donc, son rôle de porte-parole du PDCI-RDA. Et ensuite, en étant député à l'Assemblée nationale, il n'a pas vu la levée de son immunité parlementaire. Il est donc en prison. Comment expliquez-vous cette victoire de M. Bredoumi Soumaïla? Et quelle lecture on peut faire de cette victoire? Nous avons parlé de Tien Salé et de Assalé Tiemoko. Pour le cas de Bredoumi, est-ce que tu peux m'aider à parler de la localité? Est-ce qu'on connaît la localité où il a été élu? Voilà, le temps que cela nous vienne, je veux rendre un hommage. Mais je veux saluer les populations qui ont voté le député, le docteur Soumaïla Bredoumi. Je suis fier. Je suis fier de ces populations-là. Mais je suis fier de mes compatriotes. Mais je veux leur dire bravo. Mais je veux leur dire merci. Je suis fier de ce qu'ils ont réalisé. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Monsieur Bredoumi n'est plus seul. Il y a des Ivoiriens qui ont encore la capacité de se révolter. C'est ce que nous attendions. Mais c'est ce que voulaient les Assalé Tiemoko. Mais c'est ce que voulaient les Ivoiriens. Dans les urnes. Mais on ne peut pas faire ça sur toute l'étendue du territoire, malheureusement. Parce que si M. Ouattara n'a pas réussi à maîtriser la population qui a élu M. Bredoumi, à Tien Salé, il a réussi à phagocyter le système. À Divo, il a réussi à phagocyter le système. Un peu partout. Mais je suis fier de ce qui s'est passé. Et je veux dire au député Bredoumi que là où il est, la démocratie, tous les démocrates du monde entier sont avec lui. Il est prisonnier, pris en otage. Parce que son immunité parlementaire n'a pas été levée. Et les populations ont dit à M. Ouattara, tu as tort d'emprisonner un député dont l'immunité parlementaire n'a pas été levée. Voici un cas flagrant de violation de la démocratie, de violation des droits de l'homme. C'est ce que M. Ouattara vient de nous montrer avec le cas Bredoumi. Je suis fier de M. Bredoumi, mais je suis surtout fier de mes compatriotes qui l'ont porté, qui lui ont donné encore, qui lui ont renouvelé sa confiance. C'est de ce peuple-là dont je me réclame en tant qu'Ivoirien. Je suis fier d'être Ivoirien. Je suis fier du peuple qui a élu Bredoumi. Et j'ai dit. Voilà, merci beaucoup. En parlant du cas de M. Bredoumi, j'étais donc à la décoration de M. Tidiam Thiam. Et il a parlé du cas de M. Bredoumi devant tout le monde et il avait des larmes aux yeux. En fait, il s'attendait à beaucoup de choses, mais pas réellement à ce qui s'est passé. Est-ce qu'au vu, avant donc de revenir à l'autre question, au vu de ce qui se passe, ceux qui pensent que M. Thiam doit rentrer encore en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont encore raison? Ah non! Ah non, non, non! Je t'assure, Jacques Roger, quand moi je fuis la Côte d'Ivoire, j'arrive aux États-Unis, je descends à Washington, D.C. Et je suis ici, entre le Maryland et New York. Quelques jours après, M. Bredoumi se retrouve en Europe. Il a pensé qu'il pouvait rentrer.
Le fait qu'il soit reparti à Abidjan et qu'on l'arrête, lui, député, sans motif valable, et on parle de flagrant délit, alors que le monsieur n'a pas été pris en flagrant délit, et qu'on le mette en prison, c'est le message qu'on a envoyé au monde entier pour dire que si Tidiane Thiam rentrait en Côte d'Ivoire, il serait aujourd'hui à la Maca. Si M. Tidiane Thiam rentre en Côte d'Ivoire, le régime d'Alassane Ouattara va le foutre en prison. Mais ils l'ont fait pour Laurent Gbagbo. S'ils ont mis M. Laurent Gbagbo en prison, vous pensez que c'est Tidiane Thiam qui vont laisser? Le grand Laurent Gbagbo, ils l'ont pris. Ils l'ont mis en prison en Côte d'Ivoire. C'est M. Ouattara qui le mettait en prison déjà en 92, hein, dans les événements du 18 février. Il a balancé à la Maca. Après, on l'a amené à la CPI, à la Cour pénale internationale en Hollande. Vous pensez que s'ils l'ont fait pour Laurent Gbagbo, ils vont pardonner à Tidiane Thiam? Mais non. Le fait d'arrêter Brendoumi, c'était de dire à Tidiane Thiam, si tu arrives ici, on te fout en tôle. M. Ouattara s'en fout de la démocratie. M. Ouattara s'en fout de la Constitution. M. Ouattara s'en fout de l'immunité parlementaire. M. Ouattara s'en fout de tous les principes. C'est un dictateur. Et c'est tout. Alors, docteur, que devient cette Côte d'Ivoire où les docteurs comme Dr Bogassako sont en exil, les docteurs comme les docteurs Brédoumi sont incarcérés, et les dozos sont chefs consul, députés, maires, docteur Bogassako. Mais tu me fais marrer. Tu me fais marrer. C'est-à-dire que c'est une Côte d'Ivoire qui a perdu ses repères. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui a perdu ses repères. Tout est à l'envers. Et c'est vrai que tu cites des intellectuels comme nous autres, des cadres comme nous autres, qui sont pratiquement pourchassés, traités de terroristes. C'est-à-dire Dr Boga est poursuivi pour terrorisme. Alors que des rebelles qui ont pris les armes hier et qui sont dans le gouvernement de Ouattara, eux, ils sont jolis, ils sont beaux, ils sont propres, ils sont corrects. Non. Cher ami, les dictateurs, je dis que c'est l'inversement des valeurs. L'inversement des valeurs. Les valeurs ont foutu le camp dans mon pays. Et c'est les non-valeurs qui sont célébrées. Mais quand on dit la meilleure députée de Côte d'Ivoire, c'est cette femme-là qui a insulté toutes les femmes de mon pays. Dans leur intimité. C'est elle la meilleure députée. Et heureusement que quand même, sa région l'a vomi. Et le mot n'est pas fort. La région où elle avait été élue députée l'a vomi. Parce que c'est une honte pour la République. C'est une honte pour la nation. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Et donc, moi je suis tranquille. Parce que je sais que, cher ami, bientôt les anti-valeurs, les non-valeurs vont s'écrouler. 2026 est une année d'espoir. Dès le début de l'année, nous allons jubiler. C'est ce que je veux annoncer aux Ivoiriens aujourd'hui. Nous allons être heureux. Nous allons jubiler. Parce que les anti-valeurs, les non-valeurs vont s'éteindre. Et les valeurs vont émerger et vont briller. Et j'ai dit. Alors, vous parlez du cas de Mariam Traoré, alias Ibien Kissé. On a vu Mariam Traoré agresser en Guinée des forces de l'ordre, prendre les bulletins donc de vote, et jusqu'à présent, il n'y a pratiquement rien. Imaginez-vous que ce soit Dr Bogassako ou bien M. Tidiane Thiam ou bien Jacques Roger. Mais non, il faut simplement citer les cas qui ont existé. Si c'était Damana Adia Picasse, aujourd'hui, là, en fait, Damana Picasse, là, il est arrêté, là, c'est surtout pour cela. Hein. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2010, ça les a écorchés. Et ils n'ont pas enlevé cela dans leur gorge. Il fallait à tout prix trouver le moyen de le faire payer. Et donc, il est en train de payer. On lui fait payer ce que hier on lui reprochait. Mais si on l'a fait pour Damana Picasse, pourquoi on n'arrêterait pas cette dame-là? Moi, je ne connais même pas son nom. C'est le sobriquet que tu as cité là. C'est ce que tous les Ivoiriens... Oui, alias, c'est alias là que tous les Ivoiriens retiennent. Parce que c'est ce qu'elle est. C'est une poubelle. Je suis désolé, mais ça fait partie, pas sa personne qui est la poubelle, mais c'est toute cette philosophie-là qui est la poubelle. Les non-valeurs, les anti-valeurs, là, c'est la poubelle de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est célébré. Dire que cette personne-là est la meilleure députée de Côte d'Ivoire en 2025, je dis, mais c'est pas possible. C'est que mon pays est tombé bas. C'est ce que nous voyons. Bref, je vais te dire, cher ami, que c'est pour ça que le régime Ouattara ne sera jamais cité en modèle. Parce que lui,
il déploie la loi quand cela l'arrange. Il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de justice. Et j'ai dit. Alors, quelle analyse faites-vous réellement donc, de la victoire de Stéphane Kipré tout en étant PPACI? Il n'a pas eu de soutien du PPACI, ce qui a permis à ce que malgré tout cela, Stéphane Kipré a gagné dans sa région. Et ensuite, la défaite de Maurice Kikawe, qui n'a pas eu de soutien de son parti, il est parti. Il a même accusé le candidat choisi du PDCI en parlant donc de son ethnie. Alors, quelle analyse faites-vous au moins de ces deux résultats? Non, mais je pense que les deux exemples sont bien indiqués pour me permettre de faire une analyse précise que je ne veux pas généraliser. Et tel que la situation est présentée, ça montre clairement que entre Stéphane Kipré et ses parents qui l'ont élu, il y a une bonne communion. Là, ce n'est même plus une question de parti politique. C'est une question de symbiose entre un citoyen et sa base, entre un citoyen et ses parents. Je pense que les parents de Stéphane Kipré le lui ont bien rendu. Félicitations à lui. Même si je ne suis pas d'accord qu'il ait été un dissident du mot d'ordre de son parti, mais peut-être aussi qu'à travers sa victoire, c'est peut-être une façon de dire aussi qu'il y a certains cadres qui auraient pu être lui aussi au PPACI. Peut-être. Et ça, il ne faut pas le négliger. Si on veut faire une analyse, il faut qu'elle soit objective. Et il faut qu'elle soit assez consistante. La victoire de Stéphane Kipré montre qu'il y a certains cadres du PPACI qui auraient pu être lus dans leur région s'ils étaient allés à cette élection. Bravo à lui. Je pense que ses parents, ses électeurs, son peuple le lui a bien rendu. Je suis malheureux pour M. Gikawe. Je suis malheureux pour lui parce que, bon, ça veut dire que quelque part dans sa base, il y a un problème. Entre lui et sa base, il y a un problème. Mais une autre analyse qu'on peut faire, c'est que, cher ami, si vous êtes dans un parti politique, il est bon de respecter le mot d'ordre du parti politique. Si vous êtes dans un parti politique, il est bon de respecter la ligne de votre parti politique. En ce moment, sinon, vous devenez un mauvais partisan. À la limite, vous pouvez démissionner du parti politique. Mais si vous êtes dans le parti, vous êtes obligé de vous soumettre à la ligne du parti. Respectez la philosophie et les consignes du parti. Je pense que si Gikawe a perdu, c'est parce que les militants ont écouté leur parti, ont écouté le parti. Certainement. Parce qu'il n'était pas le candidat du parti. Je crois que d'ailleurs même il avait été démis du parti. Si ma lecture est bonne, je crois que M. Gikawe avait prononcé des propos. C'est ça, effectivement, oui. Exactement. Il a été démis, mais oui, exactement, oui. Voilà, il avait été démis de ses fonctions parce qu'il avait tenu des propos qui n'allaient pas dans le sens de son parti. Je crois qu'il a été sanctionné par les militants. Voilà, donc c'est la lecture que je peux faire. De l'autre côté, Stéphane Kipré a eu un peu plus de chance et ses parents l'ont soutenu, bien que lui aussi n'a pas respecté le mot d'ordre de son parti. Moi, la moralité, c'est que quand on est dans un parti, quand même, il faut respecter les mots d'ordre du parti. Alors, excusez-moi, je vais être un peu provocateur, hein, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Alors, Gikawe qui critique un certain Kwasi, que apparemment le Kwasi ne doit pas être certainement le député de la région, et c'est donc le Konaté qui vient donc gagner. Alors, lecture, on peut faire de tout ça, donc c'est de la provocation que je fais. Non, mais c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres, mais tu comprends qu'à la vérité, c'est-à-dire que tous ces mots-là, tous ces noms, les Kwasi, les Konaté et tout ça, on est obligé, c'est M. Ouattara qui nous a envoyé sur ce terrain. Hein. En Côte d'Ivoire, on ne considérait même pas un Kwasi, un Konaté, un Seri, on était tous les mêmes. C'est M. Ouattara est venu, donc tu as raison, quelque part, de dire qu'entre le Konaté et puis le Kwasi, peut-être qu'il aurait mieux. Est-ce qu'un Kwasi n'est pas mieux qu'un Konaté? Non, c'est juste pour rire. C'est juste pour rire. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et tant que nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Mais c'est M. Ouattara qui a entraîné la division dans notre pays. Et parfois, on ne peut pas accepter finalement qu'un immigré, surtout s'il maltraite les nationaux, moi je ne peux pas l'accepter. En aucun cas. Et j'ai dit. Gagne-moi sous-préfecture, député Konaté. Voilà, Moussa Konaté. D'accord. Alors, on a parlé de la justice tout à l'heure. Alors, nous sommes dans un pays où on n'a pratiquement plus confiance aux institutions.
saisir le cœur et la justice, qui est donc l'arbitre aujourd'hui, hein, les gens n'ont plus confiance. Alors, on se retourne, qu'est-ce qu'on fait réellement dans tout ça? Non, on est en danger. On est en danger. On est en train de finir cette émission. Et je vous souhaiterais que les quelques minutes qui me restent, je puisse les utiliser pour remercier. Mais on est en danger. Parce qu'en démocratie, c'est la justice qui est le socle, l'épine dorsale de la nation. Or, ce que nous constatons ici, c'est que la justice en Côte d'Ivoire, elle n'est pas objective et elle se décrédibilise parce qu'elle soutient un camp. Je répète, la justice donne l'impression qu'elle est partisane. Les décisions de justice sont partisanes. Et donc, on n'a plus confiance en notre justice et nous sommes en danger. Parce que quand je vis aux États-Unis, ce qui me rassure, c'est qu'il y a une justice. Et que si je n'ai pas fait de tort, la justice américaine ne peut pas me poursuivre ni rien du tout. Or, en Côte d'Ivoire, la justice est aux ordres. Est aux ordres de M. Ouattara. Nous sommes en danger. C'est le moins que je puisse dire. Et avec ta permission, j'ai un certain message de remerciement. Allez-y, docteur. Je voudrais, merci beaucoup Jacques Roger. Merci à vous tous et à vous toutes qui m'avez suivi en cette matinée. Nous sommes bien le 30, le mardi 30 décembre 2025. Nous sommes en fin d'année. Je voudrais adresser des vœux. Je voudrais adresser des vœux de remerciement, mais des vœux de gratitude, mais des vœux de bénédiction. Je voudrais dire merci à Dieu de m'avoir permis d'arriver aux États-Unis dans la catastrophe avec laquelle je suis venu ici. Je vis, je me porte bien et je continue de lutter contre les injustices, contre les braquages d'élections, contre les dictateurs. Et je bénis Dieu pour cela. Mais quand j'arrivais ici, Dieu a mis des gens sur mon chemin qui m'ont accueilli. Je veux ici regarder la caméra de Jacques Roger et puis leur dire un grand merci. Devant tous les Ivoiriens, mais devant toutes celles et tous ceux qui vont suivre cette émission, du fond du cœur, je veux dire merci à toutes ces personnes connues ou inconnues qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné à manger, qui m'ont donné à boire, qui m'ont donné à dormir, pour que je continue de mener le combat pour la justice et la vérité. Je veux dire merci à tous les pasteurs qui me permettent de les citer. Je veux citer le pasteur, comment dirais-je, Serge Bekanti, avec qui j'ai souvent prié. Mais je veux saluer le pasteur Kwame Timothée, qui m'a souvent invité dans son église. Mais je veux citer aussi le pasteur Pierre Aka, mon ami et frère, qui est allé même m'accueillir à l'aéroport. Je veux saluer le père Godet, avec qui je prie à l'église Saint-Martin-des-Tours, ici aux États-Unis, qui fait la messe en français. Je veux saluer toutes ces personnes qui m'ont aimé, qui m'ont aidé. Je veux saluer celles et ceux qui m'ont donné 5 francs. Oh, je pense à un ami, un frère. Je ne donnerai pas son nom de famille. Mais moi, il s'appelle Théodore. Théodore Vincent. Merci. Merci parce que dans les conditions où je me trouve, me donner 5 francs, ça m'a apporté beaucoup. Mais je veux dire merci à tous ces donateurs qui sont passés par Jacques Roger pour me bénir ici aux États-Unis. Parce que je ne travaille pas encore. L'État de Côte d'Ivoire a gelé mes comptes. Et donc, je vis grâce au soutien des uns et des autres. Mais je pense au doyen Sadia, qui est à la tête d'une délégation du PDCI de New York. Et tout cela, ces frères qui m'ont apporté quelque chose. Mais je veux dire merci au docteur Kragbe du PPSCI et tous ses amis qui m'ont apporté aussi des soutiens. Je veux dire merci à toutes ces personnes. Mais je veux dire à personnes avec qui je vis au quotidien. Je n'oublierai pas mon tuteur, mon cher ami et frère Martin Coré, mon aîné. Merci beaucoup. Merci à Laurent Adjeyi. Merci à Laurence Wise, mes collaborateurs, mes amis de tous les jours. Merci à Phil Nomel, ce frère. Merci à tous les amis du mouvement Trop c'est trop, Gina. Etc. Je ne pourrais pas citer tout le monde parce que je pense à tout le monde. Parce que tout le monde m'a aidé. Merci beaucoup les frères. Merci beaucoup les sœurs. Et puis, Jacques Roger, merci. Grâce à toi, on voit très bien que je ne suis pas un vidéoman. Je ne suis pas un influenceur. Je suis un responsable et nous avons mis en place une émission qui me permet d'être en contact avec mes compatriotes toutes les semaines. Et 2026 arrive. Bonne année à tout le monde. Bonne heureuse année à la Côte d'Ivoire. Bonne heureuse année aux Ivoiriens. Mais 2026 là, sera l'une des meilleures années de notre pays. Parce que nous allons tout mettre en œuvre pour que le dictateur qui est à la tête de notre pays s'en aille.